Une fois qu'on sait cuisiner, on a accès à tout ce qu'on aime à la maison de manière illimitée. Bon, le gras, c'est la vie. Mais en effet, si vous ajoutez trop de gras au début de cuisson, ce que parfois j'ai même tendance à faire. C'est un délice. Aujourd'hui, la food est partout, sur les réseaux sociaux notamment. On est toujours inondé de recettes de cuisine, de conseils pour les restaurants. Mais est-ce que les gens sont vraiment experts quand ils nous conseillent? C'est une question qu'on peut se poser. Et notamment, les recettes de cuisine ne sont pas toujours suivies. On a plutôt la tête de la personne qui est en train de cuisiner plutôt que ce qu'elle est en train de faire. Mais heureusement, d'autres personnes font ça de façon bien plus intelligente et concrète. Et c'est le cas de notre invité ce soir. On va parler avec lui de cuisine asiatique. Et pour le coup, on a invité un Français d'origine américaine et qui vit en Belgique. Mon invité ce soir, c'est Marc Wiener. Bonjour Marc. Bonjour Maxime. Comment allez-vous? On peut se tutoyer? Bien, merci. Oui, Alors, tutoyons-nous. Je le disais, donc cuisine asiatique, c'est vrai que de prime abord, on se dit, le mec, est-ce qu'il est vraiment expert de ce qu'il dit? Non. Je suis absolument pas expert de ce que je dis. Je suis autodidacte, Ouais. donc j'ai pas de formation professionnelle en cuisine. Non, parce que la formation professionnelle, à la base, c'était pas du tout la cuisine. C'est ça, pas du tout. Le commerce. Je suis sorti d'école de commerce. Ça m'est un peu tombé dessus. Ouais. Par contre, une constante dans ma vie, c'est que j'ai toujours aimé manger Mhm. et cuisiner en fait, parce que du coup, une fois qu'on sait cuisiner, on a accès à tout ce qu'on aime à la maison de manière illimitée. Et pourquoi la cuisine asiatique spécifiquement? Parce que les études, elles ont été un peu partout, à Madrid, je crois. Enfin, c'était pas prédestiné, en C'est tout cas, à ça. découvrir la cuisine asiatique. Comme tu l'as dit, je suis à moitié américain. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir souvent ma famille américaine du côté de New York aux États-Unis. Mhm. Et là-bas, voilà, il y a un C'est un très mélange, grand, c'est un melting pot de civilisation. Et il y a il y a plusieurs gros Chinatown. Ouais. Voilà, en fait, je passais mon enfance à manger là-bas dès que j'allais à New York. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est des cuisines qui sont étrangères à notre culture de base, c'est-à-dire que les produits même de base ne sont pas les mêmes. Et de se lancer dans cette cuisine-là, c'est parfois hasardeux. Et sur Internet, on trouve souvent des sites sur lesquels on trouve des cuisines de tous les pays, de toutes les origines. Et finalement, on n'a pas vraiment cette précision dans les recettes, justement. On a souvent, si vous ne l'avez pas, vous le remplacez par autre chose. Alors que toi, non, au contraire, au-delà des recettes, sur ton site marcwiener.com, qui est le premier sur les recettes asiatiques en francophonie, tu as aussi l'explication des ingrédients et leur importance dans les recettes, justement. C'est ça. Bon, après, voilà, il faut pas dire ne faites pas la recette, c'est toujours chouette, même si vous substituez, ça peut être quand même délicieux Mhm. et vous pourrez quand même découvrir des nouvelles saveurs. Mais c'est toujours intéressant de savoir en fait pourquoi on utilise tel ingrédient, d'où il vient, mais vraiment surtout pourquoi. Ouais. Parce qu'en fait, une fois qu'on sait pourquoi, déjà, on peut mieux le substituer, on peut mieux regarder un peu ce qu'on a dans le frigo et puis se dire, ok, ça peut remplacer. Bon, je pense notamment, il y a un bouillon qui est hyper populaire au Japon, c'est en fait la base de beaucoup de recettes en cuisine japonaise, c'est le dashi. Mhm. Alors dedans, on utilise des éléments très salés, comme la bonite séchée. Ouais. Donc c'est du thon, Comme du thon, ouais, du thon en copeaux très très fin. Mhm. Voilà, ça vient donner un goût umami et salé très fort au bouillon. Mais voilà, on peut le remplacer par du bacon. Ouais. Parce qu'en fait, on sait que ça apporte exactement les mêmes composantes gustatives. Voilà, c'est un petit exemple, mais beaucoup déplorent le prix, parce que c'est une question qu'on reçoit souvent, le prix de la bonite. Et puis je Ouais. dis, remplacez par du bacon et vous aurez quasiment le même goût. Alors il n'y aura pas certaines nuances, Mhm. mais voilà. Dans les faits, une fois que vous connaissez l'ingrédient, une fois que vous savez, et même peut-être vous avez déjà pu le goûter, parce que je conseille toujours au moins d'aller au restaurant et de goûter le plat qu'on veut reproduire, voilà, on peut plus facilement substituer. Mhm. Mais c'est toujours bien de commencer par quelque chose de traditionnel, comme ça au moins on sait l'objectif vers lequel on tend une fois qu'on veut un peu faciliter la cuisine. Mhm. Alors, le goût pour la cuisine asiatique, ça viendrait de New York, du coup, c'est ce que C'est tu ça, me à dis? la base c'est ça qui m'a lancé. Ouais. Puis j'ai commencé à explorer de plus en plus, d'autant plus qu'en fait on retrouve pas du tout. Bon, maintenant un peu mieux, un peu plus ces dernières années, mais à la base on retrouvait pas du tout ça en Europe, la même cuisine asiatique. Mhm. Elle a été je trouve que la cuisine asiatique européenne a été beaucoup plus européanisée Mhm. qu'elle ne l'a été américanisée. Bon, il y a eu beaucoup, il y a justement toute une culture de cuisine asiatique américaine qui s'est développée là-bas. Ouais. Mais dans les Chinatown, on peut retrouver énormément de cuisine traditionnelle. Et en dehors des grandes villes en France, souvent, on retrouvait quelque chose de très, très européanisé. Ce Et qui qui me ressemble à un frustrait. fast-food plus d'une cuisine asiatique Même- adaptée à nos goûts, à C'est nous. ça, plutôt Mhm. je dirais pas fast-food, mais plutôt vraiment adapté. Ouais. En fait, du coup, moi, de mon côté, ça me frustrait parce que, voilà, si je voulais retrouver ce que je mangeais dans les Chinatown là-bas, Ouais. je pouvais pas le retrouver ici. Ou même, après, depuis, voilà, j'ai un peu voyagé en Asie, mais je retrouvais toujours pas les goûts dans les restos ici. Donc voilà, la solution, ça a été de à la fois me renseigner sur les recettes et de les refaire moi-même. Et le goût du partage aussi, puisque C'est ça. je le disais, c'est un site internet sur lequel tu partages des recettes et puis ton savoir sur la question. Pourquoi ce besoin de nous le partager?
En fait, je me dis que du coup, si j'arrive à stimuler assez, on va dire, l'intérêt pour les recettes traditionnelles, des restos vont ouvrir et les proposer. Et Mhm. après, même plus besoin de cuisiner. Ouais. Non, non, mais j'adore cuisiner. Après, il n'y a rien de tel que justement de se faire servir, d'avoir quelque chose de très très bon sur la table. Mhm. Et on goûte l'authenticité, ouais, la qualité des ingrédients. Mais non, voilà. En fait, je voudrais que tout le monde puisse goûter. En fait, ce que je mange. Donc, Mhm. quand je goûte un plat que j'ai envie de reproduire et que j'arrive justement à le reproduire exactement comme je l'aime, c'est vraiment un plaisir énorme de savoir que d'autres vont en fait du coup refaire la recette à l'identique. Mhm. Parfois, je reçois des photos et on aurait dit que c'est moi qui l'ai cuisiné. Alors, ça me flatte. Et je suis tellement content parce que je me dis, ben, ces personnes-là, elles vivent peut-être à 500 km de moi, mais elles ont mangé exactement la même chose que moi. Et Ce du coup, on peut jour-là où échanger et en parler. j'ai enfin perfectionné la recette ou quand je l'ai goûté au restaurant, quoi. Mhm. Et du Et coup, on ça, peut échanger, en parler avec eux aussi. c'est ça. Et ça, je trouve cet aspect communautaire génial. Ben justement, je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. On va continuer de parler évidemment de recettes et on va d'ailleurs en préparer une ensemble tout à l'heure. Mais cet aspect des réseaux sociaux, comment tu le vois toi? J'imagine que ça aide, notamment quand on a un site internet avec des recettes, de pouvoir les partager. L'engouement des gens pour la food sur les réseaux, c'est quoi ton regard? C'est un regard nuancé, on va dire. Mhm. D'un côté, j'adore, parce il y a certains influenceurs qui vont poster une recette qui parfois est totalement inconnue du grand public, et de par leur portée d'un seul coup, même si la recette n'est pas, on va dire, exactement ce qu'on retrouverait en Asie, et même est parfois très 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 fortement adapté, Mhm. le nom est là. Les gens, ils connaissent. Alors qu'à la base, je prends un exemple, les nouilles d'Andan. Ouais. Bon, maintenant, il y a plusieurs établissements qui en proposent à Paris, mais je pense qu'il y a quelques années, c'était quand même quelque chose de relativement inconnu jusqu'à ce que les réseaux sociaux et le format vidéo court rentrent en jeu. Et comme c'est une recette qui est quand même très très photogénique, Mhm. elle buzz. Ouais. Elle buzz. Mais donc, du coup, maintenant, les gens connaissent et s'y intéressent. Et alors, peut-être qu'il y en a plein qui vont se cantonner à. Ok, bon, c'est à la recette, on va dire, très très substituée. Mhm. Mais d'autres vont se dire, ah, ça a l'air très très bon, je vais peut-être essayer de voir un peu ce que c'est que la vraie recette, quoi. Mhm. Et même d'un autre côté, tu as les restaurateurs qui, du coup, voient ça, voient l'intérêt, se disent, on va l'ajouter au menu, et peut-être que ces restaurateurs viennent directement de Chine, et vont faire la recette authentique qui, du coup, va pouvoir être disponible pour les palais parisiens, pour ne citer que ça. Mhm. Et donc, en tout cas, moi, j'ai un regard très positif à ce stade là-dessus. Après, Mais, voilà, après, il y a un mais. Parfois, les gens vont justement simplifier, on trouve des simplifications énormes, mhm. et parfois, enfin, ça décale complètement de l'origine, quoi. C'est plus du tout la même base, c'est plus du tout la même base gustative. Enfin, Ouais. on en parlait plus tôt, mais c'est ça qui est très important au final. Si on substitue, que ce soit quelque chose qui ait du sens. Et parfois, c'est des gens qui vont pas avoir testé la recette traditionnelle au départ et vont se dire, ok, c'est une recette qui a l'air photogénique, je vais la tester, je vais la refaire à ma sauce. Si ça ressemble plus ou moins à ça, voilà, dans tous les cas, je fais ça pour que ça ait l'air bon, pas pour que les gens reproduisent et Mhm. retrouvent un vrai goût. Et il y a moins ce partage en fait de goût. Mais comment on explique du coup l'engouement aussi? Tu le disais, photogénique. Parfois, on se suffit à regarder ces gens qui cuisinent sans vraiment Mhm. se poser la question de l'intérêt que ça peut avoir. Bah, c'est du divertissement. Mhm. Tout le monde aime manger, tout le monde aime regarder quelqu'un manger, quelqu'un préparer à manger. Surtout quand, quand ça a l'air simple, ils vont sauvegarder, peut-être jamais refaire la recette derrière. Mais en tout cas, ils auront revu ça, ils auront été mis en appétit et voilà. Mhm. C'est ça qui explique. Allez, en notre nous fondamental, on aime tous manger, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui, qui parle à chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui est universel, que ce soit en Chine, en Afrique, aux États-Unis, en France. Mhm. Ça rassemble, ça fédère tout le monde. Et du coup, comment on explique le succès d'un site internet qui, lui, réussit à convertir ses abonnés Instagram, ou en tout cas qui regardent le contenu sur Instagram et qui vont aller sur le site internet? Il y a une grosse part de chance, déjà. Mhm. Ah oui? Non, mais oui, c'est indéniable. À la base, j'avais commencé sur Instagram. Ouais. C'était pendant le confinement. Voilà, je me suis dit, je vais commencer. C'est un petit peu monté. Bon, c'est beaucoup de boulot pour faire monter un compte Instagram à partir de rien. Mhm. J'aimais pas du tout cet esprit de, bon, j'ai joué le jeu, hein, Ouais. mais ça veut pas dire que je l'appréciais. Cet esprit de toujours d'essayer de partager. À un moment, je partageais une fois par jour, une nouvelle recette par jour, quoi, au Mhm. début d'Instagram. Je me disais, allez, je veux atteindre tel nombre d'abonnés, tel nombre de likes, et tout. Au final, c'est limite, j'en perdais le partage, je ne regardais plus que les chiffres. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, bon, faut changer de format. Faut changer de format, je vais pivoter vers un site internet. Mhm. Enfin, je vais garder l'Instagram parce que ça permet quand même de garder un certain contact et même, voilà, ça permet de communiquer aussi. Promouvoir aussi la sortie de final, nouvelles voilà. recettes. C'est ça. Je vais pivoter et je vais prendre un aspect plus communautaire. Je vais prendre un aspect, on va dire, un peu plus relax Mhm. par rapport aux réseaux sociaux et me concentrer sur un format en fait que j'aime. J'aime bien écrire, j'aime bien, on va dire, agir en tant que limite conservateur de recettes. Mhm. Donc, il y a un aspect communautaire où il y a certains abonnés qui vont même m'envoyer des recettes de leur grand-mère et ils vont me dire, ouais, j'apprécierais tellement que tu la testes et qu'ensuite tu la postes. Mhm. Donc,
Voilà, et beaucoup de ces recettes sont des recettes traditionnelles qui ne conviennent juste pas aux réseaux sociaux. Donc je me suis dit, en fait, si je vais poster ça sur Instagram, ce sera peut-être vu par quelques personnes. Surtout si c'est une recette qui, on va dire, n'est pas photogénique, ce sera vu par quelques personnes Ouais. pendant 2 jours, et puis après, plus personne ne le verra. Ouais. Donc je me suis dit, j'aimerais quelque chose de plus permanent. Qui permet d'archiver aussi. C'est ça, exactement. C'est qui permet vraiment d'archiver, de détailler, et pour qu'en fait les gens dans 5 ans puissent se retrouver. Et puis que du coup j'ai des vecteurs de promotion de ces recettes qui ne dépendent pas des algorithmes des réseaux sociaux. Mhm. Ça peut ne pas être photogénique et tout ça, mais les gens vont quand même, via on va dire les moyens que j'ai pour les mettre au courant d'une nouvelle recette, ils vont pouvoir être au courant et en fait voir ces recettes, quoi. Mhm. C'était un peu, je pense Que le je me suis diktat un peu des écarté réseaux de la- sociaux aurait pu mettre de côté, quoi. C'est ça. Mhm. C'est exactement ça. Alors c'est passé du coup par le site, d'abord le site, et ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de groupes Facebook Mhm. autour de la cuisine asiatique. Ils n'étaient pas forcément hyper actifs. Alors je les utilisais au départ pour un peu promouvoir le site en disant regardez, voilà, j'ai posté ça, ceci. Puis je me suis dit je vais créer mon propre groupe Mhm. et vraiment le centrer sur un esprit de partage. Mhm. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et maintenant ce groupe est aussi monté à plus de 500 000 membres maintenant Mhm. et fait partie en fait intégrante du système, on va dire, site, groupe, réseaux sociaux. Et limite c'est plutôt sur ça que je me concentre Mhm. par rapport à tous les autres réseaux sociaux réunis, quoi. Et pour ceux qui ont du mal à imaginer ce que ça peut représenter, aujourd'hui, tu ne fais plus que ça. C'est devenu ton métier à plein C'est temps. ça. C'est exactement ça. Donc, je m'occupe un peu d'envoyer les newsletters, de gérer le groupe, parce qu'on a une manière aussi très spécifique de gérer le groupe. Mhm. Comme j'ai dit, mon but, c'est aussi, entre autres, de sortir des nouvelles recettes, mais aussi d'être un conservateur, de conserver ces recettes obscures qui ne verraient jamais la lumière du jour si Mhm. jamais on... On ne les mettait pas nous-mêmes dans la lumière. C'est ça. Pour le moment, donc, vraiment, je vais axer ça j'axe ça sur la conservation de recettes et la création de nouvelles recettes. Ça me Mhm. passionne. J'adore goûter, tester de nouvelles choses, donc je me vois faire ça dans le futur moyen terme, on va dire. Mhm. Et puis, ouais, continuer à grossir pour en fait avoir le maximum de recettes présentes en un seul endroit avec les explications Ouais. et l'histoire associée à ces ingrédients et à ces recettes. Donc là, on teste de nouveaux formats, hein. Donc on a la newsletter qui marche très très bien. On est à plus de 70 000 abonnés maintenant à la newsletter. Mhm. Donc une recette aussi obscure qu'elle soit, du clic d'un bouton, il y a 70 000 personnes qui vont la voir. Bon, on peut parler du taux de clic, du taux d'ouverture, mais voilà, en général, ça permet. Et puis après, sur le groupe, peut-être 3 jours plus tard, les gens vont commencer à faire cette recette. Mhm. Parfois, je suis étonné parce que j'envoie des recettes et je me dis, bon, j'ai envie de leur donner de la visibilité. Mais voilà, je ne sais pas si ça va vraiment accrocher et tout. Et parfois, des recettes, mais hyper obscures, les gens les refont. Mhm. Et alors là, ça me fait... En fait, les gens postent, ils se disent, bon, ok, je poste dans le groupe, j'aime bien partager et tout, mais ils ne se rendent pas compte de l'effet que ça me fait, moi, de me dire, waouh, ces gens ont fait la recette, ils ont vraiment été et ils ont refait cette recette qui demande parfois des ingrédients, mais enfin... À trouver au fin fond de... Oui, non, sincèrement, il y a des choses où je me dis, moi, allez, j'ai fait la recette pour la tester, je l'ai bien aimée et tout, mais je ne sais pas si je verrais cette recette et que j'étais quelqu'un de lambda qui n'était pas habitué Ouais. à la cuisine asiatique, je ne sais pas si je m'y mettrais, quoi. Et je me dirais, ok, je vais passer 5 heures peut-être à faire cette recette, quoi. Justement, on va parler du côté pratique des choses, on va même s'y affairer. Mais juste avant, ça peut faire peur, je le disais, c'est pas les bases des produits qu'on utilise nous, le vinaigre, l'huile, le beurre, des choses qu'on a l'habitude de connaître dans nos cuisines occidentales. Pour s'en procurer, est-ce que c'est toujours très simple? Moi, j'habite à Paris, effectivement, j'ai des quartiers chinois tout autour de chez moi, dans le 13e, même dans le 1er, dans le nord de Paris aussi. Quand on habite plutôt dans une ville moyenne ou même en campagne, comment on peut se procurer ces produits? C'est clair que c'est difficile. Et Mhm. c'est en fait une des questions les plus récurrentes que j'ai sur le groupe, par email, n'importe quel canal, on me demande où acheter les ingrédients. Ouais. Alors là où les bases, la sauce soja, l'huile de sésame et tout ça, on peut facilement les trouver dès qu'on commence à sortir un tout petit peu. Allez, rien que la sauce soja dark, ouais. Mhm. En dehors des boutiques asiatiques, difficile d'en trouver en magasin, n'importe où. On a même récemment, on a lancé une carte collaborative des épiceries asiatiques. Non, mais on a eu un succès fou parce que du coup, les gens, ils ont commencé à soumettre toutes les adresses et alors on a vu la carte se remplir en une demi-journée. Ouais. Mais on a pu voir des grosses zones où il n'y avait rien. Il y a vraiment un désert d'épicerie asiatique. Alors là, il y a des solutions en ligne, il y a des magasins en ligne, il y a Amazon. Ouais. Voilà, donc il y a des solutions qui existent. Parfois, c'est un peu plus cher Qu'en boutique. Ouais. qu'en boutique. Mais voilà, c'est vrai que parfois, il peut être difficile de se procurer les ingrédients, on va dire, un peu plus authentiques. Mhm. Ben justement, on va s'en servir de ces ingrédients authentiques puisque on va préparer une recette ensemble. Ce sera juste après la pub. Restez avec nous tout de suite. De retour dans le Late, toujours avec Marc Wiener. Alors, on a improvisé une cuisine dans le plateau pour nous préparer une recette qui s'appelle...
le riz sauté à la saucisse chinoise. Très bien. Alors ça, c'est pareil, c'est des recettes qu'on n'a pas dans les buffets à volonté qu'on connaît un peu partout en France. C'est des recettes bien plus particulières qu'on a plus de mal à trouver. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu l'ancêtre du riz cantonais qu'on trouve ici. Mhm. Donc maintenant, on n'a plus de saucisse chinoise, ce sera plutôt du jambon. Et on y ajoute toute une série d'ingrédients, le maïs, etc. Ce qui est très bon, hein. Mais en Chine, on aura plutôt tendance à retrouver cette version-là que la version cantonaise qu'on retrouve dans les restos ici. Et qui a quand même un petit peu été modifié et simplifié pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est ça. En fait, à la base, la recette qu'on va démontrer, bon, allez, il y a de la saucisse chinoise, il y a des jeunes oignons, il y a des petits pois, il n'y a pas d'œufs, par exemple. On va aller vraiment simplifier. Et en fait, le but, c'est de s'en servir après par la suite, si on veut. Pour la customiser, on y ajoute des légumes. Une fois qu'on comprend en fait le processus général de la recette, c'est quasiment comme tous les riz sautés. On peut l'adapter comme on veut. On ajoute, plus C'est de viande, reprendre plus vraiment les légumes. bases. C'est ça. Voilà. Et ben, écoute, je te suis, je suis ton commis aujourd'hui, donc vas-y. Du coup, on va séparer toutes les parties. Donc, allez, pas au couteau. Hein. On Tout sépare simple. grossièrement. Il n'y a pas besoin non plus de faire au millimètre près. Mais bon, ce qui est cool avec cette recette, c'est que vraiment, elle est pliée en deux. Et pour Bon, la du partie couteau, je te laisse faire. Ça va. Chercher la poubelle. Je les mets pas trop Hop. loin. On commence par couper toutes les racines. À mettre au compost. Et qui s'échappe. Voilà. Donc ça, c'est la base aromatique. Bon, on prend les parties vertes, on les émince aussi. Allez. Enfin, émincer. Toujours grossièrement, il n'y a pas besoin d'être perfectionniste. Si on veut vraiment, on peut. Mais voilà, le but en fait de la recette, c'est vraiment que ce soit quelque chose de rapide. On va passer, on va dire, à la protéine. Ça, c'est la saucisse chinoise. Donc toi, j'ai cru comprendre, Maxime, t'aimais beaucoup la saucisse chinoise. Donc on va en mettre un peu plus. Généreusement, allons-y. Normalement, c'est combien à peu près 3, 4 2 ou 3. 2 ou 3 mais bon, voilà, comme on est des gourmands, j'aime la viande aussi. Donc voilà. Allez. Pareil, ça, Et saucisse chinoise, le vrai nom, c'est c'est Lap Xueong. Alors moi, je prononce pas ça bien du tout, je suis sûr. J'imagine. Dans les faits, c'est une saucisse qui est à base de vin de riz, de porc confit. Les éléments principaux, c'est le vin de riz, du gras de porc confit, de la viande de porc, un peu de sucre, les 5 épices chinoises. On les D'accord. sent très très bien. C'est un peu sucré, tu peux même goûter, ouais. Cru. Ouais, tu peux goûter un petit peu. Bon, c'est pas conseillé d'en manger une tonne crue, mais voilà. Mais là, j'avais trop faim. Bon, je vais peut-être les réémincer. C'est vrai que c'est très très bon. Et on sent très bien les épices, effectivement. Donc là, vraiment, c'est au choix. Hein. Si vous aimez, Maxime, il aime les gros morceaux. Donc on va faire des gros morceaux. Mais si vous préférez les petits Mais si vous morceaux. voulez des petits, moi par exemple, parfois j'aime bien genre vraiment l'émincer, mais limite c'est vraiment du petit émincé comme des petits oignons. Et de faire revenir ça et de faire tout brunir, c'est délicieux aussi. Mais voilà, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Ce qui est cool avec le riz sauté comme ça, c'est qu'on l'adapte vraiment à nos propres goûts. Et après, en termes de riz sauté, tu disais tout à l'heure, là c'est la saucisse, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des crevettes, ça peut être du poulet. On peut vraiment faire à ce qu'on aime. Ouais, c'est ça. Ça peut être avec du jambon, ça peut être avec du poulet. Il y a d'autres sortes de saucisses hein, aussi. Il y a des saucisses vietnamiennes, il y a des saucisses thaïlandaises. On peut, enfin, tout se met en fait. Tout se met. Ça peut même être du seitan, du tofu. On va faire la sauce. C'est parti. Alors, bon, on commence par de la sauce soja light. Mhm. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste une façon fancy de dire sauce soja salée. Mhm. Parce qu'en fait, la sauce soja light, elle peut se remplacer par quasi toutes les sauces soja salées qu'on trouve dans le commerce. Que ce soit la Kikkoman qui est plutôt japonaise, ou de la Likumki qui est plutôt de la, c'est de la Pearl River Bridge qui est plutôt chinoise, il me semble. Voilà, c'est de la sauce soja light, vous pouvez, enfin, vous embêtez pas sous ça. Ce qui sera plus compliqué, par contre, c'est justement la sauce soja dark. Où là, on retrouve ça plutôt en magasin asiatique. On la retrouve pas dans les Carrefour, Leclerc, Intermarché et toutes les cliques. C'est ça. La différence avec la dark, c'est quoi? C'est la puissance. Ouais, il y a une puissance, ça ajoute aussi une grande profondeur de goût. Si on ajoute trop de sauce soja light, le risque c'est que ce soit trop salé. Si on ajoute trop de sauce soja dark, le risque c'est qu'en fait ça prenne le dessus sur absolument tous les autres. Tous les autres goûts de Ouais, de leur c'est salade. ça. C'est vraiment écœurant pour l'avoir déjà fait à mes débuts. En général, le ratio qu'on aime bien, c'est 4 fois plus de sauce soja light que de sauce soja dark. Donc voilà, j'en ajoute un peu moins. Ensuite, on a la sauce huître. Alors là, c'est même danger que la sauce soja dark. C'est très très puissant au goût, c'est délicieux. C'est un peu sucré, donc en fait, ça va venir aider à la caraméliser un petit peu cette sauce. Et on va ajouter aussi un petit peu d'eau pour être sûr que la sauce ne brûle pas direct. Mais en fait, le but, ce sera quand même de venir la caraméliser cette eau. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment pas beaucoup de sauce parce qu'en fait, surtout qu'ici, on utilise beaucoup de saucisses chinoises. Ouais. Elle a un arôme très très puissant.
Donc on n'a pas trop envie de submerger ça avec trop de sauce, parce qu'on veut sentir le goût en fait, des 5 épices, le goût du vin chinois, le goût de la saucisse chinoise. Quoi. On allume Ouais. Bon, c'est de l'induction, donc ça chauffe assez vite. Donc on va mettre directement l'huile. Enfin, je suppose que ça va chauffer très vite. Ça chauffe très très vite. Max m'a vendu l'induction comme le Saint Graal. Non, mais faut dire que c'est pratique. Alors on met de l'huile, mais pas trop non plus, parce qu'en fait la saucisse chinoise, il y a une grande proportion de gras. Bon, le gras c'est la vie, mais dans les faits, si vous ajoutez trop de gras au début de cuisson, ce que parfois j'ai même tendance à faire, je cuis même au sein double. Ah oui, d'accord. Ouais, ça fait gras de porc, et puis il y a le gras de porc aussi qui vient derrière, et puis parfois c'est un petit peu trop gras. Un peu trop gras. Bon, du coup c'est chaud, et en fait c'est à ce moment-là, au tout début, on va venir en quelque sorte faire ressortir les arômes des aliacés. Donc les aliacés, c'est donc les jeunes oignons, les parties blanches en l'occurrence, de l'ail, ça peut être même de la ciboule, ça peut même être du poireau, tout ça on va ajouter au début pour vraiment venir parfumer l'huile et servir de base au plat. Bon, on fait suer un petit peu. Comme on n'ajoute pas vraiment grand chose d'autre, on va en profiter plutôt pour venir ajouter directement les saucisses chinoises, histoire que le goût, le gras et tout s'infuse bien dans le plat et le temps de rendre, et même de caraméliser à terme. Donc Maxime, je vais te laisser l'honneur de rajouter... Je m'en occupe. Alors il y en a beaucoup, le wok est petit. C'est vrai qu'on a été un peu gourmand sur ce coup-là, mais... C'est pas grave, c'est ce qu'on aime. Puis ça se réchauffe très bien, j'imagine, comme plat aussi. Donc, Ça se réchauffe très bien. Bon là je vais laisser brunir une dernière fois, puis on va rajouter le riz. Alors le riz il sort du frigo. Pareil, on va faire descendre d'un seul coup la température du wok. Et ce qui est très important lors d'un riz sauté, c'est de garder cette température assez haute. Donc là, comme en plus le wok est petit et qu'on rajoute une quantité assez conséquente de riz, il va falloir vraiment... On augmente la puissance au préalable et en même temps, on laisse... Il ne faut pas précipiter les choses, il faut laisser les choses bien sauter, caraméliser, brunir. C'est vraiment... Si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez le riz sauté. C'est ça, plus les étapes de base, donc d'abord les aliacés, ensuite les légumes un peu plus conséquents, ensuite le riz, ensuite la sauce, on laisse quand même caraméliser et on arrive à avoir un riz sauté génial chez soi. Parfait. Donc on va augmenter un peu la puissance. C'est d'induction, donc ça va aller très rapide. Ça réagit au quart de tour. C'est ça. J'ai pas d'action en plus, donc je ne dis pas ça pour... Voilà. Donc voilà, on a le riz, les grains se séparent bien. Et maintenant, le but, ça va être, avant de rajouter la sauce, d'amener tout ça au moins à une température convenable, histoire qu'on ne rajoute pas la sauce pour que ça fasse bouillir les ingrédients derrière. Même si on n'a pas beaucoup, ça peut arriver. Et parce qu'on n'a pas l'odeur dans la vidéo, je préfère le dire, ça sent très bon. Ouais, là, c'est un peu de la torture, mais voilà. Hein. Bah, donc là, à ce stade, le riz a été amené à température. La graisse des saucisses, donc cette graisse qui est caramélisée en fait, qui est confite avant d'être mise dans les saucisses, elle s'est rendue, donc elle a pu infuser toutes les saveurs, et c'est vraiment ce qu'on cherche, de maximiser cet arôme de saucisse chinoise dans la totalité du plat et pas d'avoir juste un petit topping. Bon, tout ça, c'est assez chaud. On va rajouter la sauce. Hop, tout ajouter d'un coup. Alors là, le wok est très chaud, donc on va venir vite mélanger. Et donc ici maintenant, le but c'est vraiment de venir caraméliser cette sauce et qu'elle adhère très bien au grain de riz. Les deux dernières étapes du plat, ça va être d'abord de rajouter donc les petits pois surgelés. Alors c'est pas forcément traditionnel, ça se retrouve plutôt ici dans nos cuisines, mais c'est très bon. Maxime m'a dit qu'il aimait ça, donc non, mais sur la recette du site en tout cas, il y aura les petits pois parce que c'est quelque chose qu'on recherche nous chez nous. Et honnêtement, c'est pas mauvais. Alors pareil, hein, ça risque de faire descendre la température. Le tout est de s'assurer à ce stade d'avoir vraiment la poêle à feu vif pour être sûr de ne pas perdre rapidement en température. Parce que ce qui se passe si on perd trop en température, s'il y a des légumes qui ne sont pas complètement cuits, ils vont commencer à rendre de l'eau et c'est là que ça commence à devenir un peu pâteux. Donc à ce stade, hein, c'est très rapide. Les petits pois, ils devraient être décongelés. Si tu veux, tu peux même en tester. Ça, je sais faire. Mais même s'ils ne le sont pas complètement, d'ici la fin de la cuisson, c'est d'office... Encore un petit peu ou... Excellent. Encore 10 secondes, mais je pense que c'est pas mal. Ça va nickel. Bah, du coup, on va en profiter pour rajouter la garniture finale. C'est la partie verte des jeunes oignons, du coup, qu'on rajoute en fin de cuisson. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Ça rajoute un peu d'amertume au plat, en plus de la fraîcheur. On a quasiment fini. Bon, ce que vous pouvez faire après la cuisson, une fois que vous avez éteint le feu, c'est de rajouter un petit peu d'huile de sésame.
Mais encore une fois, c'est si vous aimez ça, c'est pas du tout indispensable. Nous, on aime ça, c'est pour ça qu'on en met. Le riz sauté à la saucisse chinoise. Parfait. Bah, écoute, merci Marc. Avec plaisir. On va goûter quand même avant de se quitter. Merci, salut. Merci beaucoup. On goûte quand même pour On goûte. ceux qui nous regardent. C'est un délice. Bon, allez, on va arrêter le supplice pour ceux qui nous regardent. Je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Merci beaucoup Marc. Merci beaucoup, Max.